Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Démission en chaîne, refus des bullshit jobs, désintérêt pour l'emploi salarié classique, préférence pour le télétravail et multiplication des réorientations. Tous ces bouleversements qui impriment le monde du travail depuis une quinzaine d'années se sont renforcés depuis la crise du coronavirus. Dans ce premier épisode de la saison, nous allons chercher à comprendre comment on en est arrivé là, qui est concerné, et pourquoi ce changement est une véritable rupture qui touche toutes les catégories socio-professionnelles. Pour discuter de cet enjeu majeur, je reçois aujourd'hui Coralie Pérez. Vous êtes socio-économiste, ingénieure de recherche à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du Centre d'économie de la Sorbonne. En septembre, vous avez publié au Seuil avec Thomas Coutreau « Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire ». Bonjour Coralie Pérez. Bonjour. La recherche de sens est-elle devenue la motivation principale dans la recherche d'emploi ? Et est-ce qu'elle prime sur le niveau de salaire aujourd'hui ? Alors, ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que l'aspiration à avoir un travail dans lequel on se sent utile, qui nous permette de l'exercer sans être en contradiction avec ses valeurs morales et professionnelles, autrement dit être en capacité de bien pouvoir faire son travail. Avoir un travail dans lequel on peut mettre en œuvre ses capacités cognitives, sensibles, ses compétences, eh bien cette aspiration est largement partagée. Alors, est-ce que pour autant c'est la principale motivation dans la recherche d'emploi ? Alors, il est difficile de répondre à cette question. Cela peut dépendre de l'âge du salarié, de son ancienneté dans l'emploi, de ses expériences. En tout cas, ne pas trouver de sens à son travail, c'est un facteur déterminant et important de la probabilité de quitter volontairement son emploi. Ça, c'est ce qu'on a mis en évidence de manière empirique, à caractéristiques sociodémographiques identiques. Et si on prend aussi en compte les autres risques psychosociaux, ne pas trouver de sens à son travail augmente la probabilité de quitter volontairement son emploi. Ça l'augmente d'autant que d'être exposé à un travail intensif. Et par rapport à cela, le sentiment d'être mal rémunéré joue très peu. Et ça peut conduire ensuite, en positif, à chercher à améliorer ses conditions de travail. Alors ce qu'on observe là dans des travaux plus qualitatifs, c'est que les salariés quittent plutôt les grandes entreprises pour chercher du sens dans des entreprises à taille humaine, dans le secteur associatif, voilà, ou parfois même à se mettre à leur compte. Alors là, j'ai l'impression que vous parlez beaucoup des cadres, mais ce besoin de sens, est-ce qu'il concerne majoritairement les cadres ? Est-ce qu'il concerne d'autres types de métiers, dont les métiers du care, les métiers du soin, par exemple ? Alors ça, c'est un résultat intéressant qu'on a pu démontrer grâce à l'enquête conditions de travail. C'est que lorsqu'on calcule un score de sens du travail et qu'on établit comme ça un palmarès des métiers qui trouvent le plus de sens à leur travail, eh bien on trouve des professions, des métiers qui sont peu exigeants en diplôme, les assistantes maternelles, les aides à domicile. Voilà, on trouve également des professions qualifiées, mais en tout cas, ce qui est intéressant selon nous, c'est que ces professions supposées peu qualifiées peuvent trouver du sens à leur travail, tant sur les dimensions d'utilité sociale, du point de vue de la cohérence éthique et de leur capacité de développement. Par ailleurs, on montre également que face à une perte de sens du travail, les ouvriers souffrent tout autant que les cadres. Ainsi, lorsque l'on perd significativement du sens à son travail, le symptôme d'entrée en dépression est multiplié par 2, tant pour les ouvriers que pour les cadres. Ça, c'est intéressant parce que c'est rarement montré dans les études. On a beaucoup parlé des bullshit jobs ces dernières années. Dans les startups, dans le marketing, tous ces jobs dont on peine parfois à préciser les contours et puis l'utilité, ceux qui ont des titres ronflants souvent. En quoi consistent-ils et sont-ils réservés à la jeune génération ?
Alors tout d'abord, il faut rendre hommage à David Graeber, cet anthropologue américain qui a eu voilà, le mérite d'attirer l'attention et de susciter le débat autour de ces bullshit jobs ou jobs à la con, des emplois très bien rémunérés en moyenne, qui finalement recouvrent des tâches que les détenteurs de ces emplois eux-mêmes trouvent assez inutiles, voire néfastes. David Graeber disait qu'ils n'apportent aucun bienfait au monde. Alors selon David Graeber, ces bullshit jobs n'obéissaient pas à une rationalité économique, mais visaient davantage à satisfaire la volonté de contrôle des managers. Pour autant, on peut considérer que ces emplois ne sont pas du tout inutiles du point de vue de la logique capitaliste. Donc ces emplois de consultants, de cadres dans le marketing, dans la publicité, stimulent en fait la consommation effrénée. Ce sont aussi des emplois qui sont en lien et qui organisent les process, les reportings, le contrôle des performances. Alors sont-ils réservés à la jeune génération ? Pas que, mais il est vrai que la presse écrite et audiovisuelle s'est fait l'écho de nombreux témoignages de jeunes salariés qui occupaient ces emplois et qui disaient ne plus supporter en fait de les exercer et souhaitaient bifurquer. Mais plus largement, on retrouve ces emplois inutiles dans les industries de process et même, alors là, ce ne sont pas des bullshit jobs au sens propre du terme, mais cette obligation à devoir reporter sur son travail, remplir des tableaux Excel, etc., on la trouve dans beaucoup de métiers, y compris des métiers du soin. Alors, on a vu que la recherche de sens était plus fréquente dans certains métiers. Je me demande si c'est plus fréquent aussi dans les entreprises des secteurs qui ont un impact négatif sur l'environnement, notamment les industries polluantes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que davantage que le secteur, c'est vraiment des caractéristiques propres à l'organisation du travail dans les entreprises, voire au mode de gouvernance des entreprises, qui constituent vraiment un facteur significatif de la perte de sens. C'est par exemple travailler dans une entreprise qui est exposée à des changements organisationnels récurrents, travailler dans une entreprise qui appartient à un groupe plutôt qu'une entreprise indépendante, travailler aussi, être soumis à des objectifs chiffrés sur lesquels on n'a pas son mot à dire. Donc voilà les principales caractéristiques, on va dire, des organisations qui expliquent en fait la perte de sens. Alors quant à l'impact sur l'environnement, vous avez raison, c'est une préoccupation qui est croissante. Dans l'enquête conditions de travail, on montre que c'est 7% des salariés qui disent que leur travail nuit toujours ou souvent à l'environnement. Et cette proportion va certainement s'accroître. Alors, elle est plus importante parmi les ouvriers. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui sont davantage en contact avec les matières polluantes, qui font, entre guillemets, le sale boulot. Mais on trouve aussi une proportion légèrement plus importante, donc de l'ordre de 10%, dans certaines professions dont on a parlé précédemment, les personnes qui travaillent dans le marketing, dans la publicité, et qui contribuent par leur travail à cette croissance effrénée, nuisible au final à l'environnement. Mais quelles sont les solutions ou les chemins plébiscités par ces travailleurs en quête de sens ? Alors les solutions, elles sont diverses et je dirais qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas une solution qui va permettre de résoudre ces problèmes de sens du travail. Ce qu'on observe, c'est, comme je l'ai dit, que ce sont des caractéristiques liées à l'organisation du travail qui nuisent, qui sapent le sens que les salariés trouvent à leur travail. Donc une partie des solutions consiste certainement à revoir les organisations du travail pour donner davantage d'autonomie aux salariés et plus largement insuffler davantage de démocratie
dans les entreprises en permettant, en associant davantage les salariés à la prise de décision sur ce qui les concerne, l'organisation du travail et peut-être même au-delà sur les finalités des organisations. Alors il y a différentes propositions qui ont été faites par des collègues. Alors je pense notamment au manifeste sur le travail qui a été rédigé par Isabelle Ferreras et Dominique Méda. Isabelle Ferreras elle-même plaidant ou proposant le bicamérisme, c'est-à-dire avec une instance de décision dans l'entreprise qui représente les détenteurs de capitaux et une instance qui représente les salariés, les deux devant se mettre d'accord pour prendre des décisions stratégiques. Et puis sur le plan de l'organisation du travail elle-même, il y a aussi différentes expériences comme les entreprises libérées. Alors c'est très intéressant, mais ce sont des solutions collectives. En attendant que les entreprises bougent, il y a beaucoup de personnes qui prennent des décisions individuelles, comme travailler à son compte, devenir slasher, c'est-à-dire faire 2 métiers en même temps. C'est une piste qui se développe, mais est-ce une bonne solution ? Alors vous avez raison de dire que ces démissions sont des décisions individuelles. Je dirais d'ailleurs que la démission est parfois la seule manière de préserver sa santé psychique, puisqu'il y a un impact que l'on montre empiriquement entre la perte de sens du travail et l'impact sur la santé psychique. Mais toutes ces démissions auxquelles on a assisté, prises ensemble, elles deviennent un événement politique. Et s'il y a des slasheurs, des bifurqueurs, si on entend beaucoup parler du coaching, évidemment, et c'est ce que l'on souhaite montrer dans ce livre, il y a une dimension collective à cette perte de sens. Et elle doit tout d'abord nous permettre de prendre conscience du caractère systémique des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le travail, du rôle des organisations et des modes de gouvernance et de l'existence possible d'alternatives, des alternatives qui peuvent se faire effectivement sous la pression en quelque sorte des salariés. On voit dans les métiers en tension que les employeurs sont obligés de prêter attention à ce qu'ils proposent s'ils veulent recruter ce qu'ils appellent les talents. On a vu ces jeunes des grandes écoles s'exprimer en disant qu'ils étaient exigeants, qu'ils ne voulaient pas travailler dans une entreprise polluante. Donc peut-être par cette pression effectuée notamment par ces jeunes diplômés, les choses pourront petit à petit changer. Alors parmi les solutions plébiscitées, quelle est la place que l'on peut donner aux représentants du personnel par exemple ? Alors nous, on pense que effectivement, le sens du travail, le questionnement sur le sens du travail pourrait constituer un véritable levier de revitalisation du dialogue dans l'entreprise et que les organisations syndicales pourraient s'emparer de cette question. D'ailleurs, une des propositions formulées dans le livre, c'est la réduction du temps de travail subordonné, c'est-à-dire permettre aux salariés sur leur lieu de travail de dégager par exemple 1 heure par semaine ou une demi-journée par mois et pouvoir accompagner par des représentants du personnel, des délégués syndicaux, pouvoir échanger sur leur travail et formuler des revendications qui pourraient être prises en compte par l'entreprise. Donc ça, c'est par exemple une loi qui pourrait établir cela. Donc on compte et on pense que les représentants du personnel ont un rôle à jouer de transformation par le biais du sens du travail. Donc encore une fois, vous proposez des solutions collectives. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des solutions individuelles en fait. Vous parliez du coaching, il y a énormément de coachs de sociétés qui proposent de se réorienter, de changer de vie, de changer de job pour changer de vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut penser le travail, repenser le travail via le prisme du développement personnel ? Alors je ne sais pas s'il faut repenser le travail par le prisme du développement personnel. Tout d'abord, ces formes de coaching, elles s'adressent je dirais surtout aux cadres qui ont les moyens peut-être de s'engager dans ce type de démarche et d'envisager peut-être plus sereinement une reconversion professionnelle. Donc je dirais qu'il faut regarder le travail justement au prisme des enjeux écologiques et de la nécessité de finalement tourner nos économies vers la production de ce dont nous avons besoin en termes de santé, de services publics et en termes d'impact de ce qu'on produit sur la nature. Et c'est véritablement ça qui doit guider notre regard et les actions à mener sur le travail.
Alors en d'autres termes, c'est un peu une réponse capitaliste à un problème moral ou un problème éthique ou un problème de société en fait. Alors le capitalisme détruit la nature, hein, et cette logique capitaliste d'accumulation, voilà, qui pousse à l'extractivisme, qui pousse aussi à des rendements financiers, à extraire des rendements financiers toujours plus importants. On voit bien que voilà, ça touche à ses limites sur le plan des ressources, je dirais, naturelles, mais aussi des ressources dites humaines, hein. On voit bien que voilà, les conditions de travail se dégradent. On a vu l'autonomie dans le travail diminuer au fil des années. Donc voilà, il faut sortir de cette logique-là. Merci beaucoup Coralie Pérez. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.